Bonjour à tous et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons de chaleur, de groupes sanguins et de sommeil. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde. Salut. Alors on commence tout de suite cette émission avec Nicolas pour nous parler des différents groupes sanguins. Et oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour commencer, je vais d'abord vous parler du sang en général avant de voir les groupes. Donc, petite chronique sur ce liquide rouge qui circule dans nos veines et nos artères. Alors, première question, est-ce que vous savez de quoi c'est composé le sang ? De cellules. De fer, Ouais mais un tout petit peu de fer, on n'a pas beaucoup. je crois. De protéines. De cellules, de fer, de protéines, L'oxygène aussi. d'oxygène, D'hémoglobine. d'eau, d'hémoglobine. Ok, alors on va d'abord séparer le sang en 4 parties. Donc vous l'avez à peu près dit, dedans il y a du plasma. Donc le plasma c'est quoi ? C'est le liquide dans quoi tout va baigner. Et donc dans ce plasma on aura un petit peu tous les nutriments. On aura du sucre, des nutriments oui, et un petit peu de sel. Ensuite on va avoir des cellules, et vous avez déjà entendu sûrement parler de ces cellules. On a 3 types de cellules principales, qui sont les globules rouges, qui donnent leur couleur au sang, les globules blancs, dont vous avez déjà entendu parler sûrement, qui se battent contre les infections, et les plaquettes. Alors du coup, je vous ai dit à quoi ça servait les globules blancs, mais est-ce que vous savez à quoi ça sert les globules rouges et les plaquettes ? Bah justement les globules rouges c'est pas ce qui fixe l'oxygène ? Ouais, c'est ça en fait, les globules rouges, ils vont se balader dans le sang, et c'est eux qui vont amener le dioxygène à tous nos organes. Parce qu'en fait, ils ont à l'intérieur d'eux plein de molécules d'hémoglobine, qui elle est du coup aussi rouge, donc c'est de là que vient la couleur des globules rouges et du sang, et qui elle en fait avec un atome de fer à l'intérieur de sa structure, comme l'a dit Flo, permet en fait de fixer tout le dioxygène sur elle, et ensuite de le redistribuer dans tout le corps. Et pour les plaquettes, c'est si jamais il y a une ouverture dans une veine par exemple, c'est elles qui vont se charger de la refermer. Ouais, c'est ça en fait, quand on se coupe et que notre sang coule, au bout d'un moment ça s'arrête, bon, sauf si c'est quelque chose de trop grave, mais pour des petites plaies, au bout d'un moment ça s'arrête de couler, c'est parce qu'en fait les plaquettes se sont mises à la surface et elles se sont collées entre elles, elles ont fait coaguler le sang. Vous avez déjà entendu le terme sûrement, c'est quand le sang en fait il va se durcir un petit peu et que du coup ça va plus couler. Et du coup c'est grâce aux plaquettes que nos plaies se referment d'elles-mêmes. Voilà, et donc et le rôle des globules blancs, comme je l'ai dit, c'est de se défendre contre les attaques extérieures, donc des bactéries ou des virus. Et il y a différents types de globules blancs, mais ce ne sera pas le sujet de la chronique. Alors maintenant, je vais vous parler des groupes sanguins et du don du sang en général. Donc est-ce que vous y connaissez un petit peu ? Quand vous dites don du sang, vous pensez à quoi ? À l'EFS. À l'EFS, c'est quoi l'EFS, Mathilde ? C'est l'établissement français du sang. Non. Et oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux me dire ce qu'ils y font ? Ils traitent le sang, ils font des prélèvements de sang aussi. Ouais, mais du coup, ça sert à quoi de prendre le sang des gens en fait ? Le stocker pour des opérations par exemple. Oui, c'est ça, c'est pour les gens qui ont des maladies ou qui vont avoir des accidents et qui ont perdu beaucoup de sang. Ils vont en fait utiliser les poches de sang qu'ils ont prélevées sur des gens pour leur donner et en fait sauver des vies. Mais le sang il a pas une durée de vie limitée ? Si, le sang il a une durée de vie limitée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on prélève le sang de quelqu'un, on sépare le sang en 2 parties et on garde les globules rouges et le plasma. Les globules blancs on peut pas les garder parce qu'au niveau compatibilité c'est trop difficile à donner. Mais du coup les globules rouges ils peuvent se garder 1 mois et demi au frais. Donc là c'est dans des grands frigos. Et le plasma on peut le congeler donc il se garde beaucoup plus longtemps. J'ai plus la valeur en tête mais il me semble que c'est plus de 6 mois. Ah, donc c'est pour ça qu'au final, le FS est toujours en besoin de stock. C'est ça, il faut à peu près 10 000 litres de sang par jour pour subvenir aux besoins en France. Tu sais s'ils y arrivent ? J'ai pas trop. Je suis allé sur le site et ils mettent pas les chiffres de combien ils font eux par jour. Mais la dernière fois que j'ai fait un don, elle m'a dit qu'ils les atteignaient pas en fait. Ah ok. Allez, go tout le monde au dos du sang. Alors du coup, après vous avez peut-être déjà entendu parler des groupes sanguins. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si je vous dis le groupe A, le groupe B, le groupe O. Oui, la plupart du temps, on sait même pas duquel on est. C'est vrai ? Qui ne sait pas de quel groupe il est ? Moi, je suis plus sûr. Moi, je sais pas. Vous êtes de quel groupe ? Moi, je suis A positif. Moi, je suis A positif aussi. Ah. A positif, ok. Bah, moi, je suis A positif aussi. Alors en fait, il y a 2 systèmes de classement en fait, des groupes sanguins.
il y a le classement dit ABO. Donc celui-là, c'est le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Et ensuite, il y a le système Rhesus. Et c'est ce système, en fait, où on va préciser positif, négatif. Il y a aussi d'autres trucs, mais c'est très très commun. C'est moins de 2% de la population. Du coup, on reste juste positif, négatif. Donc en fait, pour le don du sang, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas donner son sang à tout le monde. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de parfois transfuser son sang. En fait, du coup, c'est avec donc les groupes A, les groupes B, les groupes AB, les groupes O. Vous avez peut-être déjà entendu les termes donneur universel, receveur universel. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, il y a certains groupes qui peuvent donner leur sang à tous les autres groupes et d'autres qui peuvent recevoir le sang de tous les autres groupes. Alors d'où ça vient ? En fait, ça vient de ce qu'il va y avoir à la surface de vos globules rouges. En fait, chaque personne va avoir des petits antigènes, donc des petites molécules qui seront à la surface de leur globules rouges qui auront une certaine forme. Et donc pour les lésions du groupe A, ils auront une petite forme, allez, on va dire peut-être en triangle. Pour les groupes B, ils auront des formes plus arrondies. Pour le groupe AB, ils auront les deux, des petits triangles et des petits ronds. Et pour le groupe O, ils n'auront rien. Et ensuite, dans le plasma de ces gens, donc dans le plasma des gens du groupe A, ils auront des petits anticorps, donc c'est aussi des petites molécules, mais cette fois qui seront juste dans le plasma, donc pas sur les globules rouges. Et pour les gens du groupe A, ils auront des anticorps qui vont réagir aux symboles qui seront sur le groupe B. Et pour le groupe B, ils auront des anticorps qui vont réagir avec les symboles sur le groupe A. Donc en fait, quelqu'un du groupe A ne peut pas donner son sang à quelqu'un du groupe B et vice-versa. Et pour les groupes AB et les groupes O, eux, ils n'ont pas d'anticorps dans le plasma. C'est-à-dire que eux, il n'y a pas d'anticorps qui vont réagir. Donc les gens du groupe AB, eux, ils peuvent recevoir du sang du groupe A et du groupe B. Et le groupe O, comme eux, ils n'ont déjà pas d'antigènes, donc de petits symboles sur leurs globules rouges. Eux, ils peuvent recevoir du sang que de eux-mêmes. Et par contre, eux, ils pourront donner à tous. Et c'est pour ça que les gens du groupe O, ils sont très recherchés parce que du coup, eux, c'est les donneurs universels. Donc si vous êtes du groupe O, allez donner votre sang, c'est très important. Et ensuite, il y a le symbole positif ou négatif. En fait, là, c'est exactement le même principe, sauf que sans tenir compte du groupe, on a des gens qui vont avoir des petites molécules sur leurs globules rouges qui seront plus, et d'autres qui vont avoir des petites molécules moins. Et dans leur plasma, ils auront des anticorps anti-moins s'ils sont plus et anti-plus s'ils sont moins. Donc sur le même principe en fait que A, B. Et sauf que ça fera indépendamment. On peut être A+, B+, ou A-, B-, c'est... Voilà. Et là, en fait, c'est pareil, on peut pas donner de plus à moins ou de moins à plus. Et donc juste pour terminer, pour vous donner une idée de la proportion en France, en fait, autour de la table, on est déjà 3 personnes A+, parce qu'en fait, A+, c'est le groupe le plus présent en France, avec à peu près 40% des gens. Il y a un tout petit peu moins de 40% des gens aussi qui sont O+, et après, c'est de l'ordre de moins de 10% pour chaque groupe. Donc c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui est B-, il va avoir vraiment du mal, parce qu'il y a moins de 1% de la population française qui est B-, il va vraiment avoir du mal à trouver un groupe, donc c'est pour ça que s'il y a des gens du groupe O qui peuvent lui donner son sang, ça peut le sauver. Donc si vous avez l'occasion d'aller donner votre sang, allez-y, ça prend une demi-heure et ça fait pas mal. Super, merci Nico, et oui, j'insiste dessus, pensez à donner votre sang, c'est super important. Tout de suite, on fait une pause avec The Black Keys et le titre Lonely Boy. On se retrouve juste après avec Margot pour nous parler de sommeil. A tout de suite. Bonjour, bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes avec Margot qui va nous expliquer ce qu'est le sommeil. Et oui, je vais effectivement faire la lumière sur nos activités nocturnes aujourd'hui. Et je parle bien évidemment du sommeil. Alors, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare les périodes d'éveil. Donc, pendant que nous dormons, 3 à 6 cycles successifs de 60 à 120 minutes chacun vont se succéder. Un cycle est lui-même constitué d'une alternance de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Je souligne dès maintenant que ce que je vais vous expliquer est simplifié pour des raisons de compréhension et de temps, car nous n'avons pas toute l'après-midi, mais il faut avoir confiance que chacune des notions est régulée, contrôlée par un tas de facteurs et de molécules différentes. Après donc une bonne petite soirée, vous êtes chez vous, en pyjama, et vous vous couchez tranquillement dans votre beau lit, prêt à rencontrer les bras de Morphée. Votre respiration devient plus lente, les muscles se relâchent, votre état de conscience diminue. Il s'agit là du stade d'endormissement, qui va être différent d'un individu à l'autre selon son hygiène de vie, ses consommations, son environnement immédiat, comme la lumière par exemple.
Biologiquement parlant, notre capacité à nous endormir dépend de plusieurs acteurs. Alors, il va y avoir déjà l'influence des processus dits homéostatiques, donc l'équilibre interne, qui accroissent le besoin de sommeil à mesure que la période de veille se prolonge, et les processus circadiens, qui visent à synchroniser l'organisme et le sommeil sur l'alternance jour-nuit. Il est propre à chacun, mais dure forcément environ 24 heures. C'est au sein de ce processus que nous retrouverons par exemple la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Elle est produite en situation d'obscurité, en début de nuit. Sa libération donc permet de favoriser le déclenchement du sommeil, et quand nos cellules rétiniennes, donc situées dans nos yeux, perçoivent de la lumière, la production de mélatonine sera donc stoppée. Rappelons que la lumière est le principal synchroniseur de notre horloge interne, donc regarder un téléphone portable ou la télé avant de dormir n'est pas forcément une bonne idée. Reprenons, vous êtes donc toujours dans votre lit et vous avez maintenant passé l'endormissement. Vos yeux sont fermés et vous entrez alors dans le sommeil lent. Le sommeil lent est constitué de plusieurs stades que je vais vous décrire. Il y a tout d'abord une phase de transition qui dure environ quelques minutes et qui, comme son nom l'indique, va séparer la veille du sommeil. Ensuite, il y a le sommeil léger qui s'installe. Il représente en principe 50% du temps du sommeil total. Il est encore facile de vous réveiller à ce moment. Un bruit ou une lumière suffisent, mais vous vous souviendrez avoir dormi. Durant cette phase, les activités oculaires et musculaires se réduisent. Puis progressivement, vous allez entrer dans la phase de sommeil profond. Vous êtes donc durant cette phase isolé du monde extérieur par le sommeil. Votre activité cérébrale se réduit au minimum. Il devient donc difficile de vous réveiller durant cette phase. Les activités oculaires et musculaires se réduisent, puis progressivement vous allez entrer dans la phase du sommeil profond. Vous êtes donc, durant cette phase, isolé du monde extérieur par le sommeil. Votre activité cérébrale se réduit au minimum. Il devient donc difficile de vous réveiller durant cette phase. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Tout l'organisme est au repos et récupère. Il représente environ 20 à 25% du temps de sommeil total. Durant la phase, le tonus musculaire, donc vos muscles, ils sont diminués mais pas encore complètement inertes, ce qui peut expliquer le fait que vous soyez actuellement en train de marcher dans votre salon alors que vous dormez. Oui, je parle bien du somnambulisme. Le somnambulisme correspond au fait de se déplacer inconsciemment durant la nuit. Et il faut savoir que ce phénomène touche 17% des enfants âgés de 10 à 13 ans et environ 4% des adultes. C'est pas beaucoup. Le sommeil lent va alors laisser place au sommeil paradoxal, que généralement vous connaissez plutôt bien. Il est appelé donc paradoxal car durant cette période, vous allez présenter simultanément des signes de sommeil très profonds et des signes d'éveil. L'activité de votre cerveau sera alors très intense et vos yeux présenteront des mouvements rapides et incessants alors que vous êtes paralysé avec des muscles complètement inertes. Vous allez alors vous mettre à faire de longs et beaux rêves, vous allez même pouvoir vous en souvenir et vous réveiller au petit matin en vous exclamant « Ah, j'étais en train de rêver !» Et voilà, les cycles se sont répétés au cours de votre nuit, dans un certain ordre. Les premiers rayons de soleil apparaissent et vous vous réveillez tranquillement en disant bien évidemment « Ah, j'ai fait de beaux rêves grâce à la chronique Science Infuse !» Oui, nous vous donnons du rêve scientifique un vendredi sur 2. À 16h. 16h, oui. Vous endormissez pas, ne vous endormez pas pendant la chronique. N'oubliez donc pas que le sommeil est donc la forme la plus aboutie de repos et permet à l'organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Il est donc important de dormir le temps qu'il vous convient. De plus, les recherches dans le domaine du sommeil sont nombreuses et ont permis de démontrer que le sommeil a un rôle dans les phénomènes de concentration, d'apprentissage, de mémorisation ou d'orientation. Ou encore qu'une mauvaise quantité ou qualité de sommeil accentue le risque d'irritabilité, de symptômes dépressifs, mais aussi d'hypertension ou d'infection. Et oui, un manque de sommeil augmente les risques d'attraper un rhume, surtout quand nous sommes en hiver et que pas mal de votre entourage se balade avec. Le sommeil est donc important et il ne faut pas sous-estimer son rôle dans notre organisme. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus dormir que d'autres, ou certains beaucoup moins Parce qu'en fait, le rythme de sommeil, donc il va vraiment dépendre de chaque personne. Parce que donc du coup, vous pouvez avoir plus besoin de sommeil. Ça va vraiment être en fonction du métabolisme de la personne. En fonction de ce qu'elle fait la journée, de son ressenti émotionnel aussi, parce qu'il y a un besoin de repos émotionnel aussi et physique. Donc ça va dépendre en fait de tellement de paramètres. Même au niveau des molécules, en fait, s'il lui manque quelques molécules, ou même si elle en a trop, eh ben, ça peut influer sur le sommeil.
Super Margot, tout de suite on fait une pause avec le titre Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor et nous serons juste après avec Florian pour nous parler d'une chronique sur la chaleur. A tout de suite. Bonjour, rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite nous écoutons Florian qui devrait nous réchauffer avec sa chronique sur la chaleur. Oui, merci Corentin. Alors, une fois n'est pas coutume, on a beaucoup parlé d'idées reçues et d'abus de langage dans l'émission. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi la chaleur, c'est pas pareil que la température. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça, et donc c'est ce que va concerner ma chronique aujourd'hui. Alors par exemple, prenez la situation là. Vous êtes dans une pièce, et dans cette pièce, il fait 25 degrés. Donc vous êtes à l'aise, vous êtes normal. Maintenant, vous prenez un bain, et l'eau du bain, elle est à 25 degrés. Ça caille. Et en fait, on comprend bien que c'est la même température, mais c'est pas du tout les mêmes sensations. On la ressent pas de la même façon. Voilà, c'est ça. Ce qui compte, ça va pas être la température, ça va être le flux de chaleur. Un flux de chaleur, ça va être la quantité d'énergie que va perdre ou gagner une surface. Donc, vous voyez tous la quantité de l'unité de l'énergie ? Bah non, qu'est-ce que c'est ? La quantité de l'énergie, c'est le watt. Et donc, on prend aussi en compte la surface parce que, par exemple, chauffer une maison, ça va pas être pareil que chauffer votre casserole pour faire des pâtes, par exemple. Donc, ça va être l'unité de la chaleur, ça va être en watts par mètre carré. Voilà. Et donc, ce flux, il va se mesurer en mesurant l'écart de température entre, par exemple, votre corps et la température de l'extérieur. Et aussi, on va prendre en compte la résistance thermique. Alors, la résistance thermique, c'est le fait que un matériau, quelque chose comme la peau, par exemple, elle échange plus ou moins bien de la chaleur. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous prenez du cuivre, si vous avez un barreau de cuivre et que vous chauffez l'extrémité, la chaleur, elle va très très bien se propager. Donc, c'est un très bon conducteur thermique. Par exemple, vous pouvez prendre à la météo. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de température ressentie ? Parce qu'il y a une température qui est donnée, qui est fixe, mais le ressenti peut changer. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Le vent, ça joue pas dessus ? Ouais. Souvent, c'est en hiver qu'on parle de température ressentie. L'humidité aussi, non ? Tout ce qui est précipitation. Ouais. Alors, vous l'avez dit, la plupart, c'est à cause du vent qui va jouer un rôle. Par exemple, en fait, vous pouvez prendre, si il fait 25 degrés et qu'il y a 50 km/h de vent, vous allez avoir la même sensation que s'il fait 15 degrés mais qu'il n'y a pas de vent. Ah ouais. Voilà. Donc, je vais revenir sur la résistance thermique. Alors, si vous avez des vêtements sur vous, votre résistance, ça va être la résistance de votre peau plus celle de tous les vêtements qu'il y a. Et donc, quand vous mettez des vêtements, vous vous isolez du froid. Et donc, la sensation de froid, ou même de chaud, la sensation de froid, ça va être, vous perdez de la chaleur. Par exemple, à 25 degrés, vous allez perdre environ 100 watts. Et en fait, votre corps, il produit, par votre métabolisme, il va produire 100 watts aussi. Et donc, il va y avoir un équilibre, et vous allez vous sentir normal. Par contre, si vous perdez plus que ce que vous gagnez, là, vous allez avoir froid. Ou l'inverse, si vous produisez plus que ce que vous perdez, vous allez avoir chaud. Ouais, tout ça, c'est une question d'équilibre. Voilà, c'est tout une question d'équilibre, et c'est pour ça que en fait, température et chaleur, c'est pas la même chose. Encore un autre paramètre qu'on pourrait prendre en compte, c'est le soleil. Donc vous voyez bien que s'il y a beaucoup de soleil, c'est que vous êtes bien placé par rapport à lui, il peut faire assez froid, température assez basse dehors, mais vous pouvez vous sentir bien. C'est parce que l'énergie que va vous envoyer le soleil, elle va compenser ce que vous allez perdre parce qu'il fait froid, quoi. Donc il faut prendre tous ces paramètres en compte. Et donc j'espère que vous comprenez mieux pourquoi chaleur et température, c'est deux choses différentes. Eh bien merci Flo, on va faire une pause rapide avec Elton John, puis nous aurons Mathilde qui nous parlera de poissons. Encore une fois, bonne écoute. Rebonjour, vous êtes dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite on écoute Mathilde pour nous présenter un comportement étonnant chez certains poissons. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi. Alors pour vous mettre le contexte, le jour se lève sur le récif et de gros poissons arrivent, non pas pour dévorer tout le monde, mais parce que la station de nettoyage rouvre doucement ses portes. La murène est une cliente régulière qui s'y rend chaque matin, tout comme la raie à point bleu, mais elles arrivent trop tôt, la boutique est encore fermée. La raie se campe sur ses nageoires et attend. Même chose dans la filière un peu plus haut, où il y a déjà la queue. Les labres nettoyeurs arrivent enfin. Ce sont des petits poissons reconnaissables grâce à leurs larges bandes noires qui traversent le corps et qui ont le bout de la queue tirant vers le bleu flashy.
Alors, c'est des poissons qui débarrassent prestement la clientèle de ces parasites, et maintenant c'est au tour de la raie, et on insiste sur les branchies. Et c'est enfin au tour de la murène. Ces branchies regorgent de parasites appétissants. D'autres endroits de son anatomie aussi. Le nettoyeur commence à tapoter doucement la gueule de la murène, les préposés aux branchies prennent moins de gants, quant à eux. Les poissons qui nettoient la gorge deviennent plus intrépides et s'enfoncent dans la gueule de la murène. Il s'agit d'une sorte de troc équitable, nettoyage contre nourriture. Mais comment être sûr de ne pas se faire dévorer ? Les patients adultes expérimentés prennent immédiatement une posture légèrement inclinée vers l'arrière, écartent leur nageoire pectorale, déploient les autres nageoires, ouvrent la bouche et les branchies, et certains changent même de couleur, signifiant ainsi au labre nettoyeur qu'ils n'ont rien à craindre. Alors, ce sont des relations complexes qui sont basées sur la confiance, la compétence et le respect des règles. Et quand le petit labre s'enfonce dans la bouche des gros prédateurs, on comprend bien l'importance de cette relation de confiance mutuelle. Et c'est la même chose qu'avec les crocodiles, genre avec les petits oiseaux. Ah, je pense, ouais. Non, mais ça parle pas de poisson. Ah, pardon. Ah, c'est pas mon domaine. Et donc, là, vous vous demandez pourquoi le gros prédateur, il en profite pas pour manger ce petit poisson. Donc, on a parlé d'une relation de confiance, mais elle est basée sur quoi ? Alors, est-ce que, outre cette relation de confiance, vous savez pourquoi le gros prédateur profite pas d'avoir ce petit poisson déjà dans la bouche pour le manger ? Peut-être qu'il est trop petit et c'est pas trop intéressant. Peut-être qu'il sert à quelque chose pour le gros prédateur. Ouais, c'est ça, en fait. Le gros prédateur retire moins d'intérêt à manger notre petit poisson et à détruire la relation de confiance qu'à le déparasiter. Alors, on va détailler d'un peu plus près l'intérêt pour les prédateurs. Donc, on a dit les nettoyer de leurs parasites. Ils peuvent aussi se faire débarrasser de leur peau morte. Et en bonus, c'est l'occasion de se faire une session de relaxation. Oh, la chance. T'as vu ? Les observations des scientifiques démontrent que les poissons multiplient souvent le nombre de visites et suspectent ces derniers d'y retourner surtout pour se faire cajoler plutôt que déparasiter. Et oui, souvent, on pense que les poissons ne sentent rien, mais comme vous et moi, ils ressentent le plaisir du toucher. C'est mignon. Oui, je trouve aussi. Et du côté des labres, leur nourriture est principalement, voire entièrement basée sur ce qu'ils retirent aux gros poissons, et ils se permettent même parfois de prendre un peu de mucus aux poissons prédateurs. C'est une substance sécrétée par le gros poisson, par tous les poissons, et ça permet une protection bactérienne aux poissons. Et du coup, notre labre, en le croquant, il récupère une source de glycoprotéines qui est contenue dans ce mucus, et c'est un intérêt pour son alimentation. Mais les gros poissons, ils ont besoin de ce mucus, on a dit, pour se défendre au niveau des bactéries. Et si notre labre, il en consomme trop, il aura une mauvaise défense face aux bactéries, du coup, il reviendra plus voir ce labre. Donc, faut qu'il en mange un petit peu parce qu'il en a besoin, mais pas trop, sinon son client, il revient plus. Alors, maintenant que vous savez tout ou presque sur les stations de nettoyage, est-ce que vous saurez me dire quel type de relation il existe entre nos labres et nos gros prédateurs ? Est-ce que c'est une symbiose ? Non ? Notre idée ? Non, une symbiose, c'est basé vraiment... l'un pourrait pas vivre sans l'autre. Est-ce que c'est le commensalisme ou quelque chose comme ça ? Le mutualisme. Ouais, c'est bien. À force d'en parler dans toutes mes chroniques. Voilà, on retient. Oui, c'est ça. En fait, les deux retirent un intérêt et chacun peut vivre dans son coin sans l'autre. Mais les deux, en se rencontrant comme ça, ils trouvent un intérêt. On va retourner dans notre station de lavage où on trouve le blenny aux dents de sabre, ou autrement appelé faux nettoyeur, qui peut être confondu avec le labre nettoyeur. C'est un petit poisson appartenant à une famille différente du poisson nettoyeur, dont la forme et la taille et la coloration semblent identiques à notre labre nettoyeur. Il s'agit d'un mimétisme qui s'accompagne d'un comportement presque similaire. En utilisant cette relation de mutualisme entre le labre et les patients qu'on a vus tout à l'heure, le faux nettoyeur profite de l'immobilité et la confiance du poisson qui souhaite se faire nettoyer pour lui mordre des bouts de nageoire édouis et s'en nourrir avant de filer. Qu'il est méchant. Bah oui. et du coup, c'est quoi la différence physique qui permet de dire que c'est des espèces différentes ? C'est en fait, il a la bouche qui pointe vers le bas par rapport à l'autre qui a une bouche droite. Ok. C'est vraiment très léger, mais au niveau couleur, c'est la même chose. La bande noire, la queue bleue. Et c'est pour ça que les poissons prédateurs se font avoir justement
parce qu'ils pensent se faire nettoyer par le labre et pas du tout. Ils vont se faire croquer par le faux nettoyeur. Et du coup, comme on a vu tout à l'heure avec l'histoire du mucus, ça peut faire que les gros poissons viennent plus faire nettoyer à la station de lavage parce qu'ils se sont dit je me suis fait croquer, je vais pas revenir. Et du coup, on observe des pics d'apparition et disparition des poissons parce qu'il y a ce faux nettoyeur qui arrive. Alors moi j'ai une petite question. Oui. Du coup les labres c'est les poissons qu'on retrouve dans les aquariums qui nettoient les vitres ou c'est pas les mêmes? Ah non, ça c'est souvent des plécos. Ok. C'est le nom commun, pléco, mais c'est Ils sont- ceux qui ont les ventouses là dont Oui, tu parles. voilà, Ouais, non, que là tout c'est le monde a vraiment déjà vu. un poisson un peu blanc avec une grande bande noire sur tout le long du corps et la queue qui devient bleue au bout. Ok. Merci. Merci Mathilde, on va écouter tout de suite Lou Béga et on se retrouve juste après dans la dernière partie de Science Infuse avec Clarisse qui nous fera un quiz sur les intelligences artificielles. Bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous sommes déjà dans la dernière partie de l'émission où nous écoutons Clarisse nous faire un quiz sur les intelligences artificielles. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un quiz sur les intelligences artificielles. Donc j'espère que vous êtes chaud parce que je vais compter les points. Alors déjà, je vais vous faire une petite définition d'intelligence artificielle, vraiment très courte. Une intelligence artificielle, ça vise à reproduire l'intelligence grâce à des mécanismes comme des programmes, des machines, etc. Et le précurseur de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Alan Turing, en fait, il a regardé une petite machine et il s'est demandé si elle pouvait ressentir des choses. Et grâce à ça, il a créé le test de Turing. Alors le test de Turing, ça consiste à mettre une personne dans une pièce, à l'aveugle, et cette personne va discuter avec deux individus. Un véritable humain et une machine. Pour le coup, une intelligence artificielle. Et si la personne qui parle à ces deux individus à l'aveugle n'arrive pas à deviner lequel est l'intelligence artificielle, eh ben l'intelligence artificielle aura passé le test de Turing. Donc on en vient à ma première question. Est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle a déjà réussi le test de Turing? Non. Moi je dis non. C'était pas D'autres avis, clair. Kimiko, les Moi, je dis réponses oui. sont non. Alors, Je dirais oui. avant j'ai une question. C'est pour passer le test, c'est vraiment n'importe quel type de conversation ou c'est un peu ciblé? Non, c'est n'importe quel type de conversation. D'accord. Alors moi je dirais oui, mais récemment. Ouais, ok, je suis plus flow alors. Non, il a dit non. Ok. Et toi, Nico? Allez, on va dire non, on va suivre Coco. Ok, ça marche. Et ben la réponse était non. Merci. Ah. Aucune intelligence n'a réussi à le passer, alors que ça fait longtemps qu'on en crée quand même et qu'elles sont plutôt avancées. Mais elles n'arrivent pas à tenir une vraie conversation, à avoir l'air humaine. Pour le moment, du moins. Donc, ensuite, deuxième question. Quelle réponse est vraie? Donc, petit A. Une intelligence artificielle a déjà réalisé un court-métrage. Petit B. Une intelligence artificielle a déjà gagné un jeu télévisé. Petit C. Des intelligences artificielles tiennent actuellement un hôtel dans le monde. Petit D. C'est en fait une intelligence artificielle qui chante les chansons de Jul. Il y en a qu'une qui est vraie ou puis il y en a Il n'y en plusieurs a de vraies? qu'une seule qui est vraie. Je vais dire la Parce qu'il y en non. avait. Il y en avait plusieurs qui me. Je vais dire la C. Moi je vais dire la A. Putain, en vrai, moi les trois premières, j'ai. Ouais, me c'est- dirais- c'est- Bah ouais. Hein. moi je dirais. Parce que le jeu télé, en vrai, si tu mets une intelligence artificielle qui a accès à tout plein de trucs, Il y a moyen quoi. elle peut gagner, tu vois. Genre, mais est-ce que ça a ouais. déjà été fait? Allez, moi je vais dire le jeu télé. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai dire le court métrage parce que j'ai peut-être entendu un truc. Ok. Et ben la bonne réponse c'était la B. Une intelligence artificielle a déjà gagné un jeu télévisé. Eh ben, Alors cette intelligence artificielle, elle s'appelait Watson et elle a gagné un jeu de culture où il fallait répondre un peu comme pour Question pour un champion, le plus rapidement possible à des questions de culture générale. Et elle a battu tous les autres qui jouaient en même temps qu'elle à plat couture. ouais, mais au final ça revient à se battre contre Wikipédia ou. Oui, voilà. c'est impossible. ça, donc, bah, c'était facile pour elle, quoi. Ouais, oui. Donc, troisième question. En combien de temps une intelligence artificielle a-t-elle réussi à résoudre un Rubik's Cube? Ça doit être moins d'une seconde. Ouais. Ouais, Moi, Il y a pas, c'est il y a pas de proposition? Non, pas de proposition. Ah. Comment ça, Là, résoudre? Elle avait. Ouais, elle a C'était un robot. des petites avec mains, des petites hop, mains, ouais. elle a fait ses petits mouvements. Ok. et- Ouais, je dirais vers une seconde. Ouais. Ouais, Moi, pareil. je dirais 10 secondes quand même.
Non. Moi je dirais. T'acceptes Allez, la 5 réponse La plus proche? Oui, Ouais. la plus proche. Ok, Ouais. 1 seconde 44. Ok. Oula. Ouais, je dirais 3. 1 seconde pile. Ok. J'avais dit 1 seconde pile, donc. Ok. Alors en fait, le record humain déjà c'est de 3 secondes 47. Waouh. Et l'intelligence artificielle, elle a réussi à le faire en 0,38 secondes. Wow. Yes. Énorme. C'est un peu moins de 20 mouvements et elle l'a fait dans ce temps-là. Mais du coup, le plus proche, c'est Nico, il a dit 1. C'est moi aussi. Flo et moi. Ouais, c'est Flo, il lâche pas. Ouais. Moi aussi. Ouais, il veut gagner, il veut gagner. Voilà. Ensuite, question 4. En quelle année une intelligence artificielle a-t-elle battu le meilleur joueur d'échecs du monde? Pas de proposition encore. Oh. vous débrouillez. Ah non. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est dans les années 90, je crois. Le mec, Fin c'est- 90. C'est pas genre Kasparov le. Si. Ouais, le moi j'ai joueur. vu un truc Oh comme là ça. là. Enfin, le champion, le mec à battre, quoi. Ouais. Je crois l'IA, elle a un truc genre. Son nom, il y a Blue dedans. Je sais pas si tu l'as noté, mais. Non, je l'ai pas noté. Je vais dire 93. Moi je dirais. Je te donne Ok. une date. Moi, je dirais- avant. Ouais, moi je dirais 1980. Ok. Ah, Je dirais 80. 82. Ok. Ah non, moi je suis plus dans les années 90, hein, genre 96, 97. Moi, j'aurais 90. Ok. Alors c'était 97. On a un perfect Non. de Corentin. Il est impossible. Et maintenant, on en vient à la 5e question qui est en lien. En quelle année une intelligence artificielle a-t-elle battu le champion du monde de Go? De go. Ah, ça c'est super récent par C'était contre. il y a pas très longtemps. Alors, Ouais, c'est le un Go, c'est un jeu très complexe. C'est un mécanisme facile où on pose des pions les uns à côté des autres. On peut pas les poser en diagonale. Enfin, il y a... Et c'est Ok. juste des petites règles comme ça. Ça ressemble un peu aux dames. Tu as un plateau avec des carrés qui se recoupent Ok. et tu les poses dans les angles. Et en fait, le mécanisme est très facile, mais tu peux faire des combinaisons super difficiles. Ouais, il y a Et beaucoup de possibilités. c'est réputé pour être le jeu le plus dur du monde. C'était il y a. Je crois que j'en ai entendu parler aux infos il y a quelques années. Du coup, je dirais 2015. Ouais, j'allais dire la même chose. Moi je dirais 2010. Ok. Je dirais 16. 2011. Ouais, non, allez, Je suis resté pas loin 2016. je dis 2017 pour pas qu'on ait les mêmes chiffres. Ok. Et ben c'était 2017. Mais non, mais Donc 20 ans après les échecs quand même, on voit que la complexité des jeux sont différentes. Et en fait les échecs, l'IA elle a réussi à ne pas pouvoir être battue en seulement 9 heures. Il a fallu 9 heures pour étudier toutes les possibilités et pouvoir être la seule gagnante aux échecs, peu importe contre qui elle tombait. Alors que pour le jeu de Go, il a fallu chercher pendant des années et c'est encore... elle l'a battue cette fois-là, mais ça s'est joué en plusieurs manches et elle peut encore perdre. Ah, ok. Et les échecs, s'il y avait 2 IA parfaites qui jouaient l'une contre l'autre, ça ferait match nul. Je pense que ce serait infini. Je crois ils ont testé le modèle qui a battu Kasparov, je crois, le champion d'échecs, contre le modèle plus récent. Ils ont fait jouer je sais plus combien de parties et le modèle plus récent a vraiment, je crois, tout gagné ou presque, quoi. Maintenant, question 6. Laquelle de ces réponses est fausse? Donc, une intelligence artificielle a déjà créé son propre langage que l'homme ne peut pas comprendre. Une intelligence artificielle est capable de comprendre le langage des poulets. C. Une intelligence artificielle permet de trouver Charlie. D. Une intelligence artificielle a déjà cuisiné un cassoulet. Donc C'est là, laquelle est fausse, c'est ça? Laquelle est fausse? Il y en a une seule qui est fausse. pour moi, c'est la B. Ouais, Ouais, moi moi aussi, aussi. c'est la B. Les poules Ouais. Donc, Toi, il tu y a les aimes le- bien. donc, il y a le langage, les poules, Charlie et Le Le cassoulet. mec. Et le cassoulet. le Ah, le cassoulet. cassoulet. Moi, je dis le cassoulet, allez. Moi je vais dire la A, le langage. Ok. Moi, c'était le cassoulet. Yes. Non. Ah, Allez. vraiment. Alors, en fait, il y a deux intelligences artificielles de Facebook qui ont réussi à se parler entre elles dans un langage que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ça a fait flipper beaucoup de monde parce Ça que... fait très Ouais, Terminator. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, elles faisaient que discuter, heureusement. On verra bien plus tard. Ensuite, on a créé une intelligence qui permet de comprendre les poules, enfin, plus ou moins. On permet de savoir quand elles sont stressées et pouvoir alerter l'éleveur, en fait, grâce au bruit qu'elles émettent. Ah oui, c'est pas Voilà. une discussion. Moi, je voulais savoir ce qu'elle racontait. Et il y a une intelligence artificielle qui a été créée pour trouver Charlie. Elle s'appelle C'est Charlie.
et elle permet de trouver Charlie en moins de 5 secondes. Putain, c'est trop fort. Voilà. Je passe tellement de temps dessus. Ouais, ben pas elle. Bon, après, les intelligences artificielles sont aussi utilisées dans des domaines plus sérieux, on va dire, comme la médecine. On sait déjà qu'il y a des robots qui opèrent des gens. Et maintenant, je vais vous poser une petite question en rapport avec ça. D'après vous, est-ce qu'une intelligence artificielle a déjà créé un médicament ? Créé et mis sur le marché ou... Créé et mis sur le marché ? Oui. C'est assez Oui. pointilleux, du coup, je vais dire oui. Je dirais oui aussi. Bah. En fait, genre, ça dépend de plein de choses. Genre, est-ce que comment. Enfin, genre. Oui ou non, oui ou non. Genre, est-ce que, par exemple, c'est l'intelligence artificielle qui a posé. Enfin, qui a vu les pathologies C'est une et qui a fait pathologie, en fonction qu'eux, ou c'est les médecins qui ont déjà donné les pathologies non, et il y avait juste à retrouver les molécules les entre symptômes elles. ont déjà été donnés, après elle a créé le médicament de A à Z en rapport avec ça. Bon, bah, c'est vrai. Ok. Eh bien c'est vrai, oui. Elle a créé un vaccin en fait. Elle a créé un vaccin contre la grippe saisonnière, donc on en a déjà beaucoup. Mais c'est le premier qui a été créé de A à Z par une intelligence artificielle. Et il a été mis sur le marché, il a été testé sur des animaux qui ont très très bien réagi et sur des hommes où ça a très bien réagi aussi. Et du coup pour les résultats, Mathilde, malheureusement, tu es la grande perdante de ce quiz. Oh. Qui est-ce qui va vous faire un quiz sur les poissons dans 2 semaines? Eh ben super Clarisse, merci, c'était un quiz super intéressant et merci à tous de nous avoir écoutés. C'est déjà malheureusement la fin de l'émission. On se retrouve dans 2 semaines à 16h. Si vous voulez retrouver les anciennes émissions, direction la chaîne YouTube Science Infuse. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook avec la page Fadjet-Science Infuse. Et sur ce, on vous souhaite à tous une bonne soirée et un beau week-end. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut! I'll let you go. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.